la chance, en effet, de pouvoir participer à de nombreuses activités, propositions, réunions et tous les webinaires qui se sont déroulés pendant la période de confinement. Et donc, nous, on a pris contact avec l'équipe Femmes et Challenge et on s'est dit, apportons aussi notre contribution. Et notre contribution, en l'occurrence, c'est une expertise que nous avons développée en matière de veille stratégique. Donc, Optimea, c'est un cabinet de conseil, comme nombreux, il en existe en Normandie. Nous sommes 3 associés et nous intervenons sur 3 champs d'activité que sont la stratégie, le digital et le marketing. Et Bruno Marie, qui va être un peu le fil rouge de ce webinaire, a tout au long de sa carrière développé une vraie expertise en matière d'intelligence économique et de veille stratégique. Donc, à partir de cette connaissance-là, quand nous avons créé notre cabinet, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on puisse faire en sorte finalement que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient une TPE, une PME ou une ETI, puissent avoir accès à la veille stratégique de manière très simple. Et c'est comme ça que nous avons créé notre outil iScan, qui d'ailleurs a été, je dirais, accompagné par BPI France pour justement sa simplicité d'usage et par l'innovation par l'usage. Donc, c'est un peu notre fer de lance parce que finalement, on est parti d'un constat quand nous avons je dirais, développé ce produit, c'est que les dirigeants passent 80% de leur temps à chercher de l'information qualifiée et simplement 20% à la traiter. Donc, nous, on a voulu finalement changer ce paradigme et c'est un petit peu ce qu'on vous propose ce soir, c'est finalement d'aborder en 3 temps finalement la veille stratégique au bénéfice de votre entreprise. Dans un premier temps, donc Bruno va intervenir un peu sur les éléments clés de l'intelligence économique. Après, il va vous parler un peu des pratiques, des différentes pratiques de veille, parce que finalement, bien sûr, la solution qu'on va vous présenter en est une, mais finalement, la veille, c'est un travail quotidien que l'on peut faire dans son entreprise. Et le 3e point de son introduction sera sur comment je prépare finalement mon plan de veille pour qu'il soit le plus efficace et le plus efficient possible. Dans un 2e temps, on vous fera une démonstration à partir de notre outil. Donc, c'est Bruno et Léa qui feront la démonstration et on la fera à partir d'une étude de cas pour vous montrer un peu le fonctionnement et la démarche intellectuelle qu'il faut mettre en place pour justement pratiquer la veille et qu'elle puisse être finalement un véritable outil d'aide à la décision pour votre entreprise. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est comment finalement je trouve une information pertinente, qualifiée, finalement parfois un petit signal faible qui va faire que ça va venir confirmer ma stratégie ou finalement me la faire décaler ou mettre en alerte. Et puis, le dernier point, on finira finalement par un jeu de questions-réponses via le chat. Et puis, juste un dernier point à vous dire, ne soyez pas surpris, on va faire en sorte que vous ayez le replay, comme à l'accoutumée, sur la chaîne YouTube Femmes et Challenge. Et puis, le PowerPoint que l'on va dérouler ce soir, il vous sera bien sûr aussi proposé. Mais écoutez, je laisse la parole à Bruno dans un premier temps et à Léa. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour cette tribune qui nous est donnée pour faire un petit point sur la sensibilisation sur l'intelligence économique et sur un petit peu les pratiques de la veille. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je suis peut-être un peu loin. Ça va? Ça se passe bien? Voilà, alors je vais essayer on va dire que des choses que tout le monde connaît finalement, parce que la veille, tout le monde en fait tous les jours. Je ne vous apprends rien, en fait, et on va parler donc d'intelligence économique. Pardon. Donc l'intelligence économique, c'est quoi au final? Si là, tu peux passer le premier slide, on se calme. En fait, l'intelligence économique, c'est un concept qui a été introduit par Henri Marx en 1994, qui était qui était au commissariat au plan, excusez-moi, qui en fait a traduit ça à travers 3 grands axes. Donc la définition, je ne vous la redis pas, elle est bien connue, on la retrouve partout. En fait, il s'agit de se dire, voilà, la veille, c'est de la recherche d'informations, c'est du traitement de celle-ci, et c'est de la diffusion, de la distribution. Mais quand on se pose cette question-là, déjà on se dit, mais finalement, moi j'en fais de l'intelligence économique chaque jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous ouvrez des journaux, vous écoutez la télévision ou la radio, et forcément, même quand vous vous déplacez, vous voyez des panneaux publicitaires où vous observez un de vos concurrents qui est en train de faire quelque chose. Donc vous êtes toujours dans cette dynamique finalement de quête d'informations stratégiques qui va vous aider d'une différente manière dans votre activité.
Alors, on pourrait se poser plein de questions par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les uns les autres, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir estimer le temps qu'on consacre chacun à faire cette recherche d'informations par semaine? En fait, si évidemment chaque jour on passe 1 heure de son temps à rechercher quelque chose, si on multiplie par nombre de jours ouvrés, ça fait 5 heures, et sur un mois, eh ben, ça fait tout de suite 20 heures perdues, plus d'une journée entière perdue à une quête d'information. Et aujourd'hui, on sait que, Magali l'a précisé justement tout à l'heure en introduction, on passe 80% de son temps à rechercher de l'information et seulement 20% à l'exploiter. Nous, ce qu'on essaye de faire en pratiquant l'intelligence économique, à l'aide d'outils comme on va vous montrer tout à l'heure, c'est de renverser ce paradigme, essayer de se montrer, essayer de voir ensemble comment on peut faire pour aller plus vite, pour être plus efficient et plus efficace. D'autres questions qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé à optimiser votre process de collecte? Comment vous faites? C'est-à-dire, comment vous faites? Est-ce que vous utilisez des outils? Est-ce que vous avez déjà mis en place un certain nombre de process? Vous êtes abonné peut-être à des revues professionnelles d'entreprise ou sur des secteurs d'activité stratégiques particuliers? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Une autre question qui est importante, c'est est-ce que les informations que vous recueillez, est-ce que vous les partagez avec vos collaborateurs, vos associés, ou votre entourage? C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, fabriquer de l'intelligence collective. Comment on peut faire pour récupérer de l'information qui va servir à tout le monde? On sait qu'on est tous un petit peu, je dirais, on n'est pas très latin à ce niveau, enfin on est plutôt latin à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a du mal à échanger, à diffuser l'information qu'on capte. Quand on est anglo-saxon, ça fait partie de la nature des choses, les Américains et les Anglais notamment ont des cours d'intelligence économique, ce qu'on appelle la business intelligence, dès l'école primaire quasiment aussi, ça fait vraiment partie de leur gène. Nous, on apprend ça, on enseigne ça, moi j'enseignais ça à la fac, uniquement à partir des bacs plus 3 et 4. Donc on a vraiment un très très grand retard, une très grande accumulation. Et j'ai l'impression que nos chefs d'entreprise, vous-même, vous êtes parfois un petit peu en décalage parce que vous savez que vous faites de l'intelligence économique, mais vous n'optimisez pas votre veille. Voilà. Et en plus, on peut se poser aussi d'autres questions, de savoir si, quelquefois, des informations que vous avez recueillies au sein de vos recherches, est-ce qu'ils ont mis en place, est-ce que ça vous a aidé à mettre en place des décisions stratégiques hyper importantes pour votre entreprise? Est-ce que vous avez carrément changé vos business plans parce que vous avez découvert quelque chose? Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Bah, finalement, la veille, j'en fais beaucoup à mon insu. Finalement, qu'est-ce que ça me rapporte et quel est l'intérêt qu'elle a? D'accord, je ne vais pas trop vite, vous me faites des coucous si ça va trop vite. Non, pour l'instant, ça ne va pas trop vite. J'ai l'impression que tout le monde suit. Il y en a même qui rigolent, je les vois. Alors, c'est sympa, c'est bien. J'espère qu'on ne se moque pas. Voilà, on essaie d'être dynamique et interactif. Voilà, vous faites des coucous quand ça ne va pas. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, dans vos démarches, est-ce que vous avez commencé à conceptualiser tout ça? Est-ce que vous avez essayé de faire une sorte de plan, un plan stratégique de recherche pour vous aider à aller plus vite et pour être plus efficace? Donc, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions-là dans le désordre. On ne va pas aller dans le fond des choses parce qu'on est limité par le temps. Là, c'est vraiment une sensibilisation qu'on essaye de se donner et on essaye de voir qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter. Si on peut aller sur un petit slide suivant. Voilà. Alors, en fait, l'intelligence économique, elle se déploie en 3 grands axes. Le premier axe, c'est un axe sur lequel on en a entendu beaucoup parler, c'est l'axe défensif. C'est-à-dire que pour l'instant, au tout départ, on s'est dit, voilà, on est tous menacés, il y a plein de gens qui veulent piller notre capital informationnel, ce qu'on appelle l'information stratégique de l'entreprise, il faut la protéger, il faut faire attention. Aussi bien la protéger de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est la sécurisation du patrimoine, c'est garantir l'intégrité de son système d'information. On a tous entendu parler de hackers qui venaient s'introduire dans des systèmes d'information, et ainsi de suite. On sait que les préjudices sont énormes, et finalement, on sait qu'on agit toujours, en termes défensifs, trop tard. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, mais on l'a fait vraiment trop tard, et ça, c'est dommage. Donc là, ça pourrait faire partie d'un autre atelier, comment faire pour se protéger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect qu'on va regarder. On va regarder surtout l'aspect offensif, le second aspect, qui, en fait, se résume à faire de la veille. Faire de la veille, c'est se dire, que font mes concurrents? Quelles sont les grandes tendances du marché? Voilà. C'est quoi les innovations en ce moment? C'est quoi les insights? Donc, c'est vraiment d'essayer de faire une sorte d'analyse à 360 de son environnement et voir ce qu'on peut recueillir.
Et enfin, le troisième axe, mais c'est un axe que même nous, en tant que professionnels de l'IE, on va rarement dessus, c'est l'aspect vraiment influence, c'est des actions lobbying en fait, qui peuvent permettre de faire quelques pressions pour faire évoluer des règles de marché ou des normes. Là, on n'en est pas là, on n'est pas lobbyiste, on n'est pas là-bas à Strasbourg, à l'Europe. Non, nous, on s'occupe vraiment des deux premiers aspects. Et aujourd'hui, celui qui nous intéressait particulièrement, c'est celui du milieu. Alors, une fois qu'on en est là, il faut qu'on se dise, voilà, on va donc capter de l'information. Je reprends ma définition d'Henri Martre de tout à l'heure. Henri Martre dit, voilà, il faut récupérer de l'information. Mais l'information, elle est de trois types. Là, vous le savez déjà, je fais de la redite. Eh bien, l'information, elle peut être blanche, grise ou noire. Quand elle est blanche, c'est qu'elle est accessible pour tous, très facilement. Je lis la presse, voilà, j'écoute la télé, ben voilà, j'ai de l'information qui vient. Donc cette information, finalement, tout le monde l'a, elle n'a pas véritablement de valeur trop stratégique, elle n'est pas cachée, tout le monde peut l'avoir, donc tout le monde a le même niveau d'accès. Et aujourd'hui, on se pose même des questions, de se demander si on n'est pas tous un peu victimes d'infobésité, parce qu'on en a trop, ça arrive par tous les canaux, sur nos téléphones, enfin il y en a partout, et on a parfois du mal à la trier. Après, on a l'information grise. L'information grise, c'est celle qui va nécessiter un petit peu plus de moyens et de méthodes d'investigation pour essayer de la récupérer. Ou tout simplement, le fait de s'abonner à une revue, par exemple, professionnelle. Donc, il faut payer pour la voir, puis il faut attendre pour la recevoir. Ça, c'est ce qu'on va considérer comme de l'information grise. Et enfin, l'information noire, donc ça, évidemment, quand on fait de l'IE, enfin, d'intelligence économique, on s'en défend toujours, parce que c'est le côté obscur du truc. C'est ce qu'on appelle, en gros, l'espionnage industriel. Vous avez tous entendu parler de tous ces coups fourrés qui ont eu lieu, des gens qui viennent faire des cambriolages pour récupérer de l'information, des gens qui posent des micros, voilà, qui font des captations vidéo de très loin. Enfin bref, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui font qu'on est obligé de vraiment de plus en plus de se protéger. Et si on regarde bien, il n'y a pas besoin d'être vraiment un pirate pour faire quoi que ce soit, parce qu'on considère aujourd'hui que plus de 80% de l'information est ouverte, elle est blanche, et on peut la voir librement. Notre logiciel, celui qu'on présentait tout à l'heure, lui s'intéresse vraiment à cette partie-là. Le reste, ça ne va pas faire partie de notre spectre. Rien ne vous empêche évidemment de vous abonner à des revues professionnelles, participer à des salons, des choses comme ça, mais nous, on va s'intéresser à de l'information blanche qui est diffusée en fait sur le net ou sur Twitter ou sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux en règle générale, pour la collecter. Voilà, tout simplement. Alors, il y a énormément de types de veille qui existent. Vous avez entendu parler de veille normative, de veille marketing, de veille innovation. Moi, j'ai voulu faire juste un petit zoom ici sur deux types de veille différentes qui vont vous intéresser dans votre activité. La première, ce sera la veille commerciale. En fait, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse au marché, on s'intéresse évidemment à l'activité de ses clients et de leurs besoins. On peut s'intéresser aussi à récupérer des appels d'offres, qu'ils soient privés ou publics, afin de faire du business, parce qu'on en est tous là. On peut aussi, par le biais de sites en ligne, s'intéresser à la santé financière de ses clients, de ses fournisseurs. Voilà, on a plein de choses. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça par des fois le bouche-oreille. C'est vrai que quand on va en visite chez un client, finalement, quand on va le rencontrer, quand on échange avec lui, bien, mine de rien, si on est malin, on récupère plein d'informations. Pareil avec ses fournisseurs. On a tous aussi des contacts. Moi, je me rappelle aussi de clients qui m'ont payé, c'est super, pour aller déjeuner au restaurant. Parce qu'on savait qu'à telle table à côté, il y allait y avoir des personnes qui étaient là. Moi, j'écoute, et puis les gens parlent très très fort, et finalement, vous recueillez de l'information dans tous les restaurants d'entreprise. Donc voilà, même si ce n'est pas super classe, mais n'empêche que vous récupérez pas mal d'informations. Naturellement, vous le connaissez très très bien, vous achetez aussi des produits pour vérifier à quoi ils ressemblent, si ça fonctionne, et vous inspirez parfois des produits ou des services que proposent les autres pour pouvoir vous en servir. Enfin, vous utilisez évidemment Internet, les réseaux sociaux, vous utilisez peut-être des outils spéciaux qui sont dédiés à la captation d'informations ou d'appels d'offres, comme on disait tout à l'heure, ou vous êtes abonné à des revues, des magazines. Alors, ça peut faire de la veille commerciale, ça peut avoir plein d'intérêts, vous l'imaginez bien. J'en ai cité que quelques-uns ici. Citons simplement orienter le message commercial de l'entreprise, d'identifier de nouveaux marchés et de nouveaux prospects pour développer son activité, ou tout simplement surveiller son image, ou parfois même son réputation. D'accord? La veille concurrentielle, elle est un petit peu similaire. À part qu'on est davantage dans le domaine de la stratégie, on pourrait s'intéresser, par exemple, à qu'est-ce que je voudrais savoir? Quelles sont les politiques tarifaires de mes concurrents? Ça peut être hyper intéressant. Qu'en est-il du recrutement chez mes concurrents ou dans telle ou telle société?
quels sont les accords qui peuvent être passés entre tel et tel, est-ce que ça va avoir une influence sur mon marché à moi? Alors, comment on va faire? La même méthode, hein, on va utiliser Internet, les sites web, les réseaux sociaux, on va essayer de récupérer des rapports d'activité, peut-être des livres blancs, on pourrait essayer aussi d'aller à des salons pour récupérer de la documentation commerciale. Moi, ça m'est arrivé de payer pour aller assister à des salons et pour choper un certain nombre de docs et d'informations comme ça qu'on va pouvoir puiser. C'est vrai qu'il faut le préparer en amont, mais ça peut être aussi une extraordinaire source de veille, les salons. Pourquoi? À quoi ça sert faire de la veille concurrentielle? Bon, bah ça, je ne vous apprends rien. C'est pour vraiment identifier ses concurrents. C'est pour anticiper plein de choses, pour ajuster son argumentation commerciale et mettre en place une nouvelle stratégie commerciale qui sera plus efficace, plus adaptée, plus efficiente, qui va permettre de gagner des parts de marché. Voilà. Est-ce que pour l'instant, je ne vais pas trop vite? Est-ce que ça va bien? C'est bon. Vous avez le droit de vous manifester, hein, parce que moi, je parle beaucoup, il est tard, c'est la fin de la journée, moi je suis fatigué, vous aussi, alors il faut en profiter, moi je veux des sourires, hein, sinon moi j'arrête tout, je coupe tout, on déconnecte. Hein. On est d'accord? Voilà. Alors, on va passer au slide. Voilà. En fait, quand on fait un petit peu d'IU et de veille, on est obligé de s'intéresser à ce qu'on appelle le cycle de l'information. Alors, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement de se dire, voilà, en fait, quand je lance une phase de recherche, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Déjà, j'ai besoin de savoir ce que je vais chercher. Ça vous paraît hallucinant, mais moi, j'en ai cours à la fac et parfois, quand je lance mes étudiants sur des sujets, aussitôt, ils prennent Internet, ils sont sur Google, ils font des requêtes dans tous les sens, parce que je leur ai montré comment on faisait des requêtes avec des opérateurs bolés, ainsi de suite. Donc voilà, bon, ils sont tout contents. Et puis finalement, ils ne se sont pas posé la question initiale de savoir, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche? De quoi j'ai besoin? Quels sont vraiment les axes de développement prioritaires de ma recherche? Donc, c'est là qu'on va commencer à définir ce qu'on appelle un plan de veille. On va essayer de bien cerner les choses et de ne pas partir dans tous les sens. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on risque d'être victime d'infobésité, on va en avoir partout, on va avoir énormément de bruit, ce qu'on appelle du bruit, et on ne sera plus du tout en mesure de récupérer les signaux faibles qui nous intéressent. Parce que généralement, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer de l'information que les autres n'ont pas. On est bien d'accord. Okay, donc, on va donc définir la position stratégique de l'entreprise et ses axes prioritaires. Après la deuxième phase qui va arriver, vous allez voir, on a fait un schéma, on a fait quelque chose de très très beau là. Vous allez voir. Voilà. Donc, c'est la phase de recherche d'informations et de collecte. Alors, comment on procède? On peut procéder à la main, bien sûr, mais si on se pose vraiment les questions, quand on utilise un moteur de recherche, que ce soit Google, Bing, Quant ou bien d'autres, généralement, on s'arrête à la première page. 9 personnes sur 10, en tout cas, font ça. Ça veut dire qu'on se prive de plein d'informations qui sont derrière, on ne va jamais les voir. Et inutile de vous dire que celui qui est classé 3e, 4e, 5e page, évidemment, on ne va jamais le voir, celui-là, on ne le retrouvera jamais. Mon métier initial, moi, c'était de faire du référencement, je le fais encore d'ailleurs beaucoup, faire du référencement pour les entreprises. Donc, je vois bien celles qu'on ne trouve pas, ils sont derrière, mais ce n'est pas parce qu'elles sont intéressantes qu'on ne les trouve pas. C'est parce qu'il y a un enjeu tellement commercial et concurrentiel pour se positionner dans la première page que parfois, des gens qui ont même des produits hyper intéressants, on va les trouver qu'après. D'accord? Donc, on va rechercher de l'information, on va la collecter. Donc, on va la collecter, on va s'arranger aussi pour ne pas la perdre. On va essayer de la classer, voilà, parce que des fois, on récupère plein de trucs et puis on ne sait plus où on les a mis. Donc, ça demande un petit peu d'organisation. D'accord? Et puis après, la troisième phase, évidemment, c'est la phase qui est hyper intéressante, c'est le traitement. Qu'est-ce que je vais en faire de cette information-là? Parfois, d'ailleurs, cette information-là, elle nécessite des outils, parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. On peut imaginer des grands tableaux Excel qui vont nous permettre de trier l'information, de la restructurer, et ainsi de suite. Ou de la mettre, visuellement de façon différente, avec des cartes heuristiques, par exemple, pourquoi pas. OK? Donc, première phase, je définis mon besoin, je commence à faire de la recherche, je collecte, j'enregistre, hop, et je l'analyse. Et à partir de ça, normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir en retirer quelque chose. Ça veut dire qu'une fois que cette information-là, elle est produite, généralement, c'est qu'elle a un usage. Si on n'est pas content du truc, on va relancer le cycle d'information pour avoir des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus intéressantes. Et si elle nous convient, effectivement, on va la remettre au cycle en cycle parce que finalement, une information qui est valable à un moment précis, peut-être que dans une semaine, ce ne sera plus du tout la même chose. On peut imaginer que, je sais pas, une innovation vient de sortir ou qu'un concurrent vient de proposer une nouvelle offre. Donc, il faut toujours rester en alerte. C'est-à-dire que plus on va faire de la veille, plus normalement on devra en faire. C'est-à-dire qu'on aura toujours de plus en plus de sujets à sonder et à exploiter. C'est pour ça que ça marche en cycle.
Donc, vous avez bien compris la démarche de vous dire que plus finalement vous allez commencer à vous y intéresser, plus ça pourrait être chronophage, même si on s'organise et qu'on a les bons outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir automatiser un certain nombre de process. Il y en a peut-être déjà qui le font à travers d'outils de syndication de données, par exemple, ou des outils de curation de données. Aujourd'hui, nous, on a essayé de proposer en répondant à ce besoin-là par rapport à nos clients. On s'est dit, faut qu'on trouve un moyen de leur faire gagner du temps dans ce process-là, de garder toujours toutes ces veilles activées et de les alerter au moment où il va se passer quelque chose de différent, ou une évolution va se produire. D'accord? Et c'est à partir de là, et là, c'est là que ça fait une super transition, qu'on va pouvoir vous faire la démonstration d'Icecan avec Léa. Je vais me reposer un petit peu et je lui cède la parole. Alors, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat pour qu'on y réponde après. Alors, je vais recommencer. Donc là, on arrive sur l'interface recherche d'Icecan qui correspond à, comme l'a dit Bruno, la deuxième phase du cycle de l'information. Donc, Icecan s'utilise avec des mots-clés. Je vais prendre par exemple le domaine de la logistique, par exemple le dernier kilomètre. Et je vais devoir ajouter un deuxième mot-clé, robot. Voilà, là on segmente un peu plus les résultats. Et si je veux segmenter un peu plus, je vais pouvoir enlever un terme. Donc par exemple, là je vois Roxo, je vais pouvoir l'enlever. Et si on a plusieurs articles avec ce terme-là, ils vont s'enlever. Donc là, il n'y en avait qu'un. Et on peut aussi segmenter par date. Donc moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an. Donc pour l'instant, là, on a assez de résultats. Alors comment ça marche tout ça en fait? Aujourd'hui, Icecan recense 15 000 sources d'informations toutes distinctes. Une source d'information, c'est quoi? Ça peut être un site web, ça peut être un compte Twitter d'un influenceur, ça peut être une page Facebook d'entreprise, ça peut être une page, une chaîne YouTube, un blog. Une newsletter, parce qu'on a abonné à des centaines de newsletters. Et toutes ces données-là, on les enregistre, on les met dans une grosse base de données, d'accord? Et cette base de données-là est stockée, d'accord? Et à partir de ce moment-là, nous, chaque nuit, on envoie nos petits robots sur nos 15 000 sources d'informations, ils vont capter toute l'information qu'on n'a pas déjà récupérée. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, on sait forcément dans la nuit. D'accord? Voilà. Donc déjà, avant de voir un article, je vais enregistrer ma veille. Donc, je vais l'appeler dernier kilomètre. Je vais l'enregistrer dans un dossier, donc dans mon dossier démo. Et on y reviendra plus tard. Et là, je vais choisir un article qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre cet article-là. Il y a une image. Je clique dessus. Donc voilà, là, on arrive sur mon article. Celui-là m'intéresse. Donc, je peux l'enregistrer dans un dossier. Donc, je parlais de mon dossier démo. Je vais l'ajouter encore une fois là. Confirmer. Je peux commenter l'article, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ce que nous montre Léa, c'est que tous les articles que vous allez pouvoir consulter, ils sont tous, il n'y aura jamais de pub dedans, il n'y aura pas de malware, il n'y aura pas de virus, il n'y aura pas toutes ces choses-là, et surtout, c'est qu'ils sont stockés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le site qui a diffusé cette information, en l'occurrence, c'est l'usine digitale, ne l'a pas conservé sur son site pour X raison, parce qu'il est trop vieux, il n'a plus intérêt, ou il n'a plus été supprimé. Nous, on l'a stocké, on l'a gardé, en tout cas un résumé, et à partir de là, on pourra toujours le rediffuser. D'accord? Il n'est pas perdu. Donc voilà, là, si je peux créer un PDF, et ce PDF, il est personnalisable. On peut mettre votre logo ici, par exemple. Et en bas de page, on retrouvera les commentaires. Donc, par exemple, ça peut être intéressant si vous voulez le partager avec un collaborateur. Donc, on peut le partager ici en ajoutant simplement le mail de votre collaborateur ou le partager sur les réseaux sociaux ici. Avec ce bouton-là, on peut revenir à l'article original et retrouver l'article sur le site. Alors, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que nous ne rediffusons
que les articles qui sont ouverts, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les publications qui peuvent être payantes, vous ne les retrouverez pas dans Scan. Voilà, la preuve en est, on a ici qu'un petit article, on n'est pas abonné à l'usine digitale, on n'a qu'un abstract. Il en est de même pour les newsletters, on ne s'abonne qu'à des newsletters totalement libres. Je reviens sur mon article. Par exemple, si cet article ne vous intéresse pas ou vous ne voulez plus le revoir, vous pouvez appuyer sur ce bouton ici et il n'apparaîtra plus sur votre liste. Une autre chose intéressante, par exemple, on peut surligner un mot. Je vais surligner celui-là. Voilà. Et si j'avais un long article, iScan va me retrouver en fait tous les mots qui sont dans l'article et créer une recherche connexe. Donc, par exemple, si j'appuie sur ma recherche connexe, ouais, je vais rajouter un deuxième mot-clé. Ah, il n'y en a pas. Voilà, là, j'aurai tous mes résultats avec le mot e-deliver for you. Je vais revenir à ma page. Celui-là. Voilà, je retourne à ma liste. Donc voilà pour la partie recherche. Ensuite, je vais passer à la rubrique surveiller un site. Donc iScan permet de surveiller un site et une zone spécifique. Quand on dit surveiller un site, c'est finalement prendre en compte l'ensemble de vos parties prenantes de l'entreprise. Ça peut être en effet un concurrent, mais ça peut être des partenaires, ça peut être des réseaux. Tout site que vous avez besoin, finalement, sur lequel vous avez besoin d'être alerté sur toute ou partie de son activité. Donc voilà, nous on a choisi la biscuiterie de l'abbaye parce que c'est un site assez simple à surveiller. Donc voilà, je vais sélectionner par exemple les galettes normandes. Et je veux surveiller le prix. Donc je retourne sur iScan. Je vais cliquer ici. Et je vais rentrer mon URL du site que je veux surveiller. Donc là, je le rentre. Et il faut tester l'adresse parce qu'il y a des sites qui sont protégés et ne permettent pas de les surveiller. Donc là, ça s'est rempli automatiquement, donc c'est bon. Je dois l'ajouter à un dossier. Et là, on retrouve l'adresse du site. Et je vais sélectionner partiel parce que je veux surveiller seulement le prix. Donc, j'enregistre. Et là, le site n'est pas encore sous surveillance parce que je n'ai pas encore défini ma zone. Donc, je vais cliquer ici. Et on arrive sur l'interface du site que je veux surveiller. Et là, on a le prix en surbrillance. Je vais double-cliquer. OK. Je ferme. Et là, je vais activer ma veille. Et là, on a différentes versions, donc parce que j'ai cliqué 2 fois, du prix que j'ai sélectionné. Et on va pouvoir voir les changements de prix s'il y en a un. Donc là, comme je viens de faire ma veille, il n'y a pas eu de changement. Mais ça peut être, par exemple, sur une rubrique emploi, ça peut être sur une rubrique événement d'un concurrent où vous apercevez, par exemple, qu'il va faire un salon en Allemagne et que c'est la première fois qu'il fait un salon en Allemagne. Ça peut donner un certain nombre d'éléments clés, d'informations clés, d'alertes qui vont faire que ça va vous mettre en perspective ou ça va vous permettre de réagir à quelque chose qui se passe dans votre écosystème et dans votre entourage. Je passe à la rubrique appel d'offres. Donc ici, iScan va générer tous les appels d'offres de marché public générés par le BOAP et le JOU. Donc, par exemple, je vais chercher tous les appels d'offres sur la toiture. J'ajoute mon mot-clé et là, j'ai 35 résultats. On peut aussi segmenter par département. Par exemple, je vais prendre la Normandie, Calvados, Manche, Seine-Maritime. Voilà.
Et là, je me retrouve avec un résultat. Donc, je peux, comme dans les recherches, enregistrer ma veille. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Ah oui. Voilà, c'est enregistré. À droite de l'offre, on peut voir la référence, la date de publication et la limite de réponse aussi. Et si je clique sur mon offre, j'ai le petit lien pour aller directement sur le site et retrouver l'offre complète avec les modalités d'inscription. Là, le site du BOMP est un peu lent. Ouais. C'est un petit peu lent là, oui. Voilà. Voilà. Notre objet en faisant cette fonctionnalité dans iScan, c'est que souvent aussi, donc, nous apprenons régulièrement de nos clients finalement. Et on peut croire que finalement les dirigeants vont régulièrement sur les sites d'appel d'offres, mais finalement ce qui est compliqué, c'est de trouver cet appel d'offres au bon moment et pas le trouver finalement dans la dernière ligne droite et devoir être pressé finalement à pouvoir répondre à cet appel d'offres. Donc l'objet toujours, c'est anticiper. Comment j'anticipe mon marché et comment évidemment un appel d'offres peut aussi me permettre finalement de me positionner sur tel ou tel marché. Donc là, je vais revenir sur mes dossiers. Donc j'avais créé un dossier démo. On peut retrouver ma veille sur le dernier kilomètre, les fiches mémorisées, donc mon article, les sites surveillés. Et ici, je peux rajouter des documents. Donc, par exemple, si vous avez un livre blanc ou d'autres articles ou des newsletters, vous pouvez les ajouter ici pour avoir un dossier complet. L'idée toujours, c'est de centraliser. On sait que c'est ce que vous disiez, Bruno, en avant-propos. Finalement, quand on fait de la veille, on a toujours, on met ça un peu dans un historique, on met ça dans un dossier. L'objet, c'est que là, l'objet de votre veille va être rassemblé en un seul point et vous pouvez finalement consolider votre veille par des éléments à la fois qui viennent de cet outil ou de toute autre information que vous aurez trouvée. C'est génial. Là, je suis allée dans Gérer mes dossiers et avec des comptes synchronisés, on peut partager notre dossier avec des collaborateurs. Donc, par exemple, là, je peux partager mon dossier avec Philippe, Magali. Voilà, et ils auront accès à mon dossier et à toutes mes veilles sur ce dossier. C'est très intéressant ça parce que finalement, nous nous sommes rendus compte, notamment dans les grandes entreprises, dans les ETI, que beaucoup de gens faisaient de la veille en silo et que finalement, on avait vraiment une déperdition finalement de la richesse des recherches qui étaient faites et que c'était vraiment très cloisonné. L'idée, là, avec ce petit outil, c'est de faire en sorte, en effet, qu'on fasse de l'intelligence collective, comme le disait Bruno, mais qu'aussi nous puissions, je dirais, aller chercher et susciter, titiller finalement son petit collègue d'à côté sur une information ou peut-être trouver quelque chose que lui-même n'a pas trouvé. Donc, on est vraiment dans le partage et de faire en sorte que cette information soit le plus, je dirais, la plus impactante possible dans tous les domaines de l'entreprise. Alors là, je vais aller sur mes préférences et je vais choisir ma période d'envoi des alertes de veille. Donc, l'intérêt d'enregistrer ces veilles, c'est de recevoir, par exemple, moi, tous les lundis, une newsletter avec tous les nouveaux articles. Alors, je vais en montrer une. Voilà, on peut retrouver, par exemple, moi, tous les lundis, je vais recevoir une newsletter avec mes nouveaux articles par dossier sur les veilles que j'ai enregistrées. Notre idée, c'est de vous soulager l'esprit aussi, c'est-à-dire que vous savez que vous n'allez pas perdre quelque chose, vous n'allez pas passer à côté de l'information. Pour autant, vous l'aurez tellement bien préparé aussi que vous n'allez pas vous retrouver avec des milliers de choses à lire. Ça va être quelque chose de condensé, d'accessible, pratique, et que vous avez les quelques lignes qui sont dans la newsletter que vous allez recevoir, et finalement, vous allez stop ou encore, c'est-à-dire oui, ça m'intéresse, non, ça ne m'intéresse pas, ça m'interpelle, je vais plus loin, et comme ça, ainsi de suite, je dirais, vous allez consolider votre feuille et l'enrichir petit à petit.
Je vais revenir au tableau de bord que j'avais passé tout à l'heure. Donc là, c'est pour avoir une vue globale de toutes vos veilles. Donc là, on peut voir que j'ai 3 dossiers, 4 veilles automatisées, etc. Et on peut aussi surveiller les tendances. Donc par exemple, je vais enlever tout cela. Et là, on peut voir qu'il y a eu plus d'articles la semaine 19. C'est vrai qu'il y a des fois des pics de communication liés à l'actualité et ça veut dire qu'il y a des moments où finalement il y a beaucoup d'informations. Mais comme le dirait Bruno aussi à juste titre, et je lui donnerai la parole là-dessus, c'est que quand il n'y a pas d'information, c'est aussi une information. Donc ça vous permet aussi d'un seul coup d'œil de dire tiens, il y a quelque chose qui se passe sur cette thématique-là ou qui ne se passe pas. Et c'est peut-être l'occasion pour vous alors de vous positionner. Bah, voilà, la présentation, je pense qu'elle est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se livrer au jeu des questions-réponses qu'on attend nombreuses. Voilà. À vous la parole. Une question. Bonjour Elsa Taillet, je suis consultante. Une question très concrète sur le pricing, le système de prix de votre plateforme. Alors en fait, là, c'est très très cher. C'est super cher. Non. Non, en fait, on a une offre qui est la suivante en fait. Alors, ce qu'il il y a deux choses dans l'offre. Il y a le prix. Donc le prix, je réponds tout de suite, hein, c'est 69 € hors taxe par poste. Sauf si on prend plusieurs comptes, et bien évidemment, là, on voit un petit peu comment on peut faire. Surtout, ce qu'il faut faire, oui, j'en finis, c'est juste de voir avec, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner accès à l'outil comme ça pour que vous puissiez jouer comme ça presque librement et faire. Voilà. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous accompagner dans votre démarche de veille, vous aider à fabriquer, à constituer votre plan de veille, vos actions de veille, pour vraiment, et vous montrer aussi comment marche l'outil naturellement de façon très très précise, hein, en tête à tête. Et en même temps, on va discuter avec vous. C'est-à-dire que vous allez dire, bah, moi, je suis passionné par ce sujet, et voilà, mais j'ai déjà des sources d'informations que j'ai en ma possession. On va échanger, je vais dire, bah, je les ai pas. Si on les a pas, on va les rajouter dans notre système, d'accord ? Et on va avancer avec vous comme ça. Et nous, on va vous proposer plein de choses, vous dire, oui, ça me convient, ça ne me convient pas. Et de toute façon, on n'arrêtera pas de rajouter des sources d'informations tant que vous ne serez pas satisfaite. Donc, on a une petite réunion qui s'appelle en préalable, qui s'appelle la réunion veilleur, qui est facturée à hauteur de 100 € hors taxe. Généralement, on y passe 1 heure, voilà. On peut la faire en visio comme ça ou en présentiel, ça dépend où vous êtes. Je serais vraiment ravi de vous rencontrer. Et après, donc, vous n'avez plus que l'abonnement en fait, mensuel à payer de 69 € hors taxe. Ce qu'il faut bien noter, c'est que dans cet abonnement, vous pouvez faire autant de dossiers de veille que vous voulez. Donc, on n'est pas ça n'est pas restrictif et c'est là que c'est intéressant. Vous dites que vous êtes donc consultante. Ça veut dire aussi qu'en fonction de vos propres centres d'intérêt, c'est-à-dire dans la pratique de votre métier ou dans les dossiers pour lesquels vous intervenez auprès de vos clients, c'est intéressant parce que finalement, souvent, nous, on le vit de la même façon que vous, c'est que de temps en temps, bien sûr, on a affaire à des clients dont on ne connaît pas forcément toujours le secteur d'activité, son environnement, son écosystème, et comprendre un peu comment ça fonctionne. On est toujours finalement, préalablement à l'acquisition d'un nouveau client ou dans sa prospection, on a ce temps-là qui est finalement un temps qui est rarement valorisé, je dirais, financièrement. Donc, je vous en parle parce que je pense aussi que sur les gens qui sont consultants au sein de FAMED Challenge, ce qui est intéressant, c'est comment finalement je peux mieux monétiser à la fois mon benchmark, parce qu'il va être optimisé en termes de temps, parce que je vais avoir cette récurrence de recherche qui va me permettre aussi d'être en veille pour mon client, de le titiller, de savoir si finalement il a eu cette information-là. Il y a une relation commerciale qui peut être intéressante à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Et puis, je dirais qu'il vient alimenter aussi nos pratiques, les bonnes pratiques qu'on peut aller voir chez les concurrents de nos clients, dans le secteur, à l'international, puisqu'on a omis de vous dire que cet outil est international, c'est-à-dire vous pouvez faire des recherches aux États-Unis, en Chine, dans des langues différentes. Et donc là, c'est assez aussi intéressant pour éventuellement aller chercher les petits signaux faibles ou les bonnes pratiques qui vont permettre d'être adaptables ou pas au dossier qu'on est en train de traiter. Donc, c'est là que c'est intéressant. Nous, on y voit vraiment des tas de choses. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on veut finalement évangéliser la veille, si je puis m'exprimer ainsi. Il ne s'agit pas des outils de veille, vous savez, il y en a des tonnes et
Bien sûr, on va revendiquer le nôtre parce qu'on y travaille depuis longtemps et c'est notre bébé. Mais quelque part, ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment on peut mieux faire en sorte d'accompagner les PME locales, puisque nous, notre zone d'intervention, c'est vraiment la Normandie, et de faire en sorte qu'elles trouvent des petites pépites qui font que finalement, une pépite peut transformer, je dirais, une année commerciale parfois. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est aussi le gain de temps, parce qu'on sait que la veille, on en fait tous, de manière un peu à la méthode de Monsieur Jourdain, mais finalement, ça nous dévore et c'est un peu vampire de temps, finalement. Alors, comment j'optimise ce temps pour qu'il soit actif, finalement, dans ma recherche marketing, dans ma démarche commerciale, dans ma R&D, dans mon repositionnement client, finalement dans toutes les thématiques qui font la stratégie de votre entreprise. Parce que c'est bien ça, le plan de veille, il doit bien s'adapter finalement à la stratégie ou au plan d'action que vous avez décidé de mettre en place en année N+1. Ça peut être aussi une veille qui est complètement dédiée à un projet qui est un peu sanctuarisé, et c'est-à-dire sur ce projet-là, je vais mettre toutes mes forces pour pouvoir le développer, le déployer. Et donc là, l'intelligence collective, elle est intéressante parce que finalement, on peut partager sa veille avec ce groupe projet et se challenger et mettre des choses en place. Donc finalement, cet outil, il est le vôtre et vous en faites ce que vous voulez parce que justement, chaque personne ne fait de la veille de la même façon. Et peu importe finalement, parce que c'est ça qui est riche. Nous, au sein de ce bureau, quand on fait des recherches, notre éducation, notre expérimentation, notre parcours professionnel fait que le prisme que l'on a sur le sujet n'est pas forcément le même. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, en tous les cas. Je vois qu'on a une question de Nadia. Bonjour Nadia. À quel stade de mon entreprise la veille stratégique est la plus efficace? À tous les stades. Parce que ça peut être à la création même, parce qu'on a besoin de savoir ce que vont faire les gens qui sont ce que font déjà les gens qui sont sur le marché. Quand on fait son propre business plan, déjà, évidemment, on regarde, on fait de la veille pour voir ce qui se passe autour. Une fois qu'on a lancé son entreprise, c'est voir ce que font les autres, voir comment on est positionné sur le marché. Donc, finalement, à n'importe quel moment de la vie d'entreprise, la veille est utile et elle est même recommandée. Enfin, elle est impérative même, d'ailleurs. Et après, j'ai une petite question. Quand on fait un projet un peu novateur qui n'existe pas vraiment, pour se baser sur des prix au niveau des tarifs, là, c'est ma grande question en fait que je me pose. Comment je peux utiliser cet outil du coup? En fait, je pense qu'il faut voir plusieurs choses dans cette démarche-là. C'est-à-dire, peut-être que vos concurrents qui sont déjà sur le marché ne vont pas donner leur prix directement. Ils ne vont pas les mettre à jour sur un site web, parce que vous l'aurez déjà fait, et vous n'auriez pas besoin de site web comme ça. En revanche, ce qui peut être intéressant, alors peut-être que l'outil va y répondre qu'en partie, mais c'est de mettre déjà en veille les sites de vos concurrents, pour savoir s'il se passe quelque chose, vous le saurez immédiatement, de suivre un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut récupérer leur page sur les réseaux sociaux, mais également voir les influenceurs de leur domaine d'activité, dans ce domaine d'activité-là, et qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent autour de tout ça. Et finalement, une information qui se tient par filtrer, ou dans une newsletter, ou dans un post Facebook ou un tweet, il va se passer quelque chose, à un moment, vous allez avoir des informations. De toute façon, l'information, quand elle devient un petit peu grise ou noire, comme vous le dites là, malheureusement, les outils numériques ne pourront jamais forcément aller la chercher. Nous, on ne peut avoir que l'information qui est diffusée, vous l'avez bien comprise, mais en même temps, quand on commence à se lancer dans ces logiques de veille, dans ces pratiques de veille, oui, je reviens dans le cadre de l'écran parce que j'étais parti, là, donc je reviens. Quand on est dans ces logiques de veille, on se met en alerte, on change de façon de penser finalement, et on oriente sa quête différemment. Et peut-être que parfois, vous allez trouver, vous allez devenir curieux. Pour moi, faire de la veille, c'est être curieux, tout simplement. Être curieux, être attentif à n'importe quel petit bruit, ce qu'on disait tout à l'heure, les signaux faibles. Et à partir de là, on peut remonter, tirer la pelote et remonter vers de l'information qui, pour vous, sera beaucoup plus stratégique. Puis nous, nous ou d'autres, l'idée, c'est vraiment de challenger l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. Mais c'est-à-dire par le questionnement, parce que c'est comme finalement quand vous êtes devant un dirigeant, c'est vraiment le questionnement qui amène la réponse et le bon questionnement finalement. Et on va y aller en entonnoir, on va avancer pas à pas. Et forcément, on va forcément trouver quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous interpeller, ou qui va être en effet pas directement sur le sujet que vous êtes en train d'imaginer, mais qui va être connexe et qui va quand même vous apporter une réponse. Parce que même si c'est un produit novateur, ça veut peut-être dire que
d'une manière générale, sur cette typologie de produits innovateurs, d'autres s'y sont déjà essayés, pas forcément sur le même sujet, mais on a déjà peut-être des tendances. Les journaux, en général, quand il y a aussi un prix derrière une prestation, certains journaux pro vont quand même délivrer l'information de la manière dont ça fonctionne. Donc, je pense qu'on peut petit à petit, par le bon questionnement, peut-être trouver pas directement l'information qui vous intéresse, mais des informations qui s'apparentent. Parce que par définition aussi, ce qui est important, et Bruno vous le dira vraiment, et ça j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés à ce niveau-là, c'est que faire du benchmark, c'est pas faire du benchmark dans son secteur d'activité. C'est faire du benchmark dans des secteurs connexes et différents et peut-être un petit peu éloignés pour que justement les bonnes pratiques soient un peu en collusion et qu'on aille chercher des choses qui ne sont pas dans notre secteur d'activité. Parce finalement, on reste un peu dans sa zone de confort quand on est dans son secteur d'activité. Il y a pourquoi ne pas mettre en balance la cosmétique et l'automobile? Pourquoi ne pas mettre, je ne sais pas, c'est aussi penser différemment, penser out of the box pour en essayer aller chercher les petites choses qui vont vous différencier, vous décaler. Et c'est ça qui nous intéresse dans la pratique de la veille, finalement. Pour répondre un petit peu, pour abonder sur ce que vient de dire Magali, une idée m'est venue. En fait, aussi, il suffirait de surveiller, faire un petit peu de réputation, voir ce que vos concurrents, qu'est-ce que les gens disent d'eux, quels sont les avis produits ou les avis clients qui sont déjà diffusés sur le net par rapport à ce qu'ils proposent. Et à partir de là, vous verrez bien les points d'échauffement, où ça ne va pas, leurs faiblesses, faire une sorte de SWOT, les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces, et voir un petit peu comment ça s'oriente. Ça pourrait être intéressant. Dans les avis clients, souvent on dit c'est trop cher, c'est pas, vous voyez, ça marche pas, la notion de cherté, voilà. Par exemple, elle intervient assez régulièrement, donc ça peut être une piste. Donc par exemple, ça va être vraiment deux secteurs d'activité différents et du coup qui vont se compléter vraiment à merveille, mais où oui, c'est vraiment nouveau. Et donc mais oui, c'est pas mal, prendre vraiment toutes les informations diverses sur différents pôles et réunir le tout après. C'est un système d'entonnoir. Pour avoir la bonne information, il ne faut pas que vous en ayez des milliers à lire. Il faut que petit à petit, les questionnements soient tels que, en effet, on trouve de l'information pertinente et qualifiée. Vous avez vu dans la démarche que vous a présentée Léa, on arrive à la fin à une dizaine ou une vingtaine d'articles. Vous êtes en capacité de lire 20 articles, vous n'êtes pas en capacité de lire 3000 articles. Ce n'est pas l'objet. Non, mais voyez ce que je veux dire. L'objet aussi, c'est que ce soit efficace pour vous dans votre pratique de dirigeants d'entreprise au quotidien. Nous, on l'a pris aussi comme ça parce qu'on s'est dit que on sait bien comment ça fonctionne tous les jours. On est Shiva, donc on fait notre propre production parce qu'on produit des choses pour nos clients. On va chercher du prospect, on participe à des réseaux, et puis en plus, il faut qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Donc, il fallait en effet que ça devienne un outil du quotidien pour qu'en effet, voilà, vous puissiez le pratiquer au quotidien et que ça devienne comme je sais pas, quand vous ouvrez votre Outlook, finalement, vous ouvrez Scan, vous posez cette question-là. Justement, sur ce propos-là, je rebondis sur le fait, ce serait comme utiliser Outlook. Est-ce que votre solution pourrait s'encapsuler avec Microsoft Teams, par exemple, comme une appli qu'on peut ajouter aujourd'hui Alors justement, ça fait partie des développements qui vont avoir lieu un petit peu plus tard. C'est une chose qu'on nous demande très souvent. Même aussi de pouvoir l'intégrer dans des CRM. La logique, c'est de dire, voilà, je veux en savoir plus ou je veux avoir de l'information, communiquer à mon client, à mes clients. Oui, d'être collaboratif avec une équipe ou sur un canal donné, en fait. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourra arriver dans les mois prochains, tout à fait. Ouais, c'est dans les tuyaux. Vous voyez, c'est des questionnements avec vous, des échanges avec les dirigeants, c'est ça. À chaque fois, on a des petites applications supplémentaires qui font, par exemple, la surveillance d'un mot, comme vous le montrez Léa tout à l'heure, c'est venu aussi d'échanges. Et c'est vrai que ça permet une lecture rapide, par exemple, d'un article, c'est très intéressant. Mais c'est surtout que ça permet le rebond. Donc ça, c'est au quotidien dans les pratiques qu'ont les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons sur la veille, que finalement, on fait en sorte d'enrichir ce petit notre outil de petites solutions facilitantes, en quelque sorte. Ça doit être facilitant. Cette outil, la veille, elle n'est pas accessible qu'aux gens qui font de la R&D. La veille, c'est une composante finalement de chacun de nos métiers, et quel que soit le métier finalement. Merci.
d'autres petites questions? Comment on peut vous apporter d'autres éléments? Bah, moi, c'est la première fois que je viens ici et je me demande un petit peu, enfin, c'est ma maman qui m'a parlé de vous et qui m'a dit, mais c'est génial, il faut absolument que tu t'inscrives, vas-y. Et donc, je me suis inscrite. Et enfin, là, donc, je découvre un petit peu aujourd'hui ce que vous faites. Et qu'est-ce que vous faites d'autre alors Alors, moi, je ne suis pas je suis adhérente au même titre que vous D'accord. dans le cadre de Femmes et Challenge. C'est un réseau de femmes entreprenantes, si je puis dire, dirigeantes. Ça a été initié par Léa Lassara, la présidente de la CCI du Havre, et qui a, depuis 2017, créé ce réseau pour renforcer finalement nos compétences. Il y a un groupe de mentors, il y a un groupe socle qui met en place toute une série d'animations dédiées aux dirigeantes sur l'ensemble du territoire. Et puis finalement, chacune d'entre nous peut prendre à un moment ou à un autre ou proposer à un moment ou à un autre la possibilité d'être acteur aussi, c'est-à-dire qu'on peut venir chercher des choses chez Femmes et Challenge, mais aussi être acteur parce qu'en effet, on a une compétence, qu'on est sur un territoire qui est peut-être éloigné de celui du Havre et qu'on veut faire quelque chose sur son territoire. Donc, c'est un groupe ouvert qui, maintenant, c'est à peu près 770 adhérentes, donc c'est pas rien, en si peu de temps. Et c'est un lieu de ressources. Vous qui êtes une jeune femme qui voulait débuter dans le monde de l'entreprise, eh bien, je crois qu'il faut en effet aller sur le site, aller voir les mentors qui peuvent vous aider, utiliser en effet l'ensemble des réunions qui sont mises à disposition. Il y a des workshops, il y a des webinars, il y a toutes sortes de choses. Et je crois que c'est là aussi, vous voyez, c'est une autre forme de veille, de bafouiller, mais c'est aussi d'aller chercher auprès de vos pairs des choses complémentaires qui vont pouvoir vous éclairer. Et je crois qu'en effet, si on est toutes là, c'est qu'on est en effet convaincu de la force d'un réseau, en tous les cas. Merci. Alors, on va peut-être aussi, je vais me permettre de passer un dernier slide parce que au nom, en effet, je ne suis pas partie prenante de l'activité même, mais je me fais le relais de la prochaine actualité de Femmes et Challenge. Donc, vous le voyez là sur votre écran, les prochains rendez-vous, parce que finalement, nous sommes le dernier webinaire avant les vacances. On avait une forte pression. Voilà. Donc, j'espère qu'en tous les cas, on vous a intéressé et interpellé, puis on sera à votre disposition. Donc, voilà, les 4 dates, le 30 septembre à Évreux avec un regard croisé, une conférence débat sur le thème de l'ambition et de la prise de risque. Un business time à Louviers et donc, qui se déroulera le 15 septembre. On aura aussi donc des cafés visio qui continuent puisqu'elles ont déjà eu lieu sur toute la période de confinement et le forum qui se déroule en décembre prochain. Donc, prenez date, mettez ça sur vos tablettes et puis en espérant peut-être de se voir physiquement et de manière, je dirais, en espérant en effet que notre activité professionnelle à tous et à toutes puisse recouvrer rapidement peut-être plus de fluidité et en tous les cas ce réseau nous permet en tous les cas l'optimisme et l'échange. Donc voilà, j'espère que on a pu vous interpeller et puis on est à votre disposition en tous les cas pour échanger, quoi qu'il arrive. Bruno, Léa ou moi-même, n'hésitez pas et merci surtout de vos retours parce qu'ils nourrissent aussi les avancées et nos idées, nous aussi, pour enrichir notre projet. Voilà, parce qu'on est aussi une jeune entreprise. On n'a pas 3 ans, on est petit. On a des cheveux blancs, mais on est tout jeune. Sauf Léa. Voilà. Et bien, écoutez, on va se permettre de vous quitter. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite un très bel été et plein de belles choses pour vos activités respectives.